Karina, vous avez enquêté sur le blues, des blouses blanches, 6 mois de grève dans les urgences et les hôpitaux français et une nouvelle journée de mobilisation annoncée pour aujourd'hui. Les mesures annoncées par le gouvernement il y a quelques jours n'y font rien. Le collectif à l'origine de la grève donc, poursuit sa mobilisation. Plus de lits, plus de personnel, de revalorisation salariale, les revendications sont les mêmes depuis 6 mois. Karina, vous aviez déjà tourné au mois de juin dans plusieurs services d'urgence en France. 4 mois plus tard, qu'est-ce qui a changé ? Alors vous l'avez dit, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé un plan de 750 millions d'euros sur 3 ans pour désengorger les urgences avec un certain nombre de mesures, notamment la création d'une plateforme qui permet d'orienter les patients soit vers des maisons de santé, des généralistes ou, si elle le juge utile, vers des services d'urgence. Ce sont des mesures qui globalement ont été mal reçues par les professionnels de santé, avec beaucoup de scepticisme. Ils considèrent que c'est la création d'une énième structure et ils craignent des redéploiements de crédits déjà existants plutôt que la création de nouveaux postes, ce qu'ils réclament depuis maintenant, vous l'avez dit, 6 mois. Résultat, la mobilisation, eh bien, elle s'étend de 80 services d'urgence en grève au moment où j'ai tourné ce reportage. Eh bien, désormais, nous sommes à 260. C'est quasiment la moitié des services d'urgence de l'hôpital public en France, même si ils continuent pendant la grève de tourner, ces services, c'est important de le dire. Et puis, vous savez, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un mouvement qui a commencé à la base, un mouvement d'infirmiers, d'aides-soignants et qui aujourd'hui reçoit le soutien des médecins urgentistes ou encore des médecins anesthésistes à l'hôpital. Le principal problème, c'est la déshumanisation imposée dans un univers intimement et naturellement humain. Les patients s'en plaignent et les soignants en souffrent, me disait encore très récemment une médecin urgentiste et qui reconnaissait que cela était particulièrement difficile pour des infirmiers, des aides-soignants, dont, disons, le cœur du métier, c'est également d'apporter de la chaleur humaine, ce que n'ont pas toujours le temps de faire les médecins. Je propose d'ailleurs d'écouter 2 témoignages qui restent d'actualité, celui de la chef de service de l'hôpital d'Argenteuil, véritable désert médical aux portes de Paris, mais aussi d'une infirmière à la Riboisière, qui est l'un des plus gros services d'urgence parisiens et également français. À 37 ans, j'ai 2 hernies discales cervicales qui compriment les nerfs du bras droit. Il faudra faire le deuil de mon activité actuelle. Et je pense que c'est un travail qui est en cours, parce que j'aime ce que je fais, mais je pense que c'est pas envisageable dans la durée, psychologiquement et physiquement. Finalement, mon corps aussi me dit que, à un moment, il faudra faire autre chose. Il y a des lits qui ferment parce qu'il manque du personnel. Non pas parce que les lits ne sont pas ouverts, non pas parce que moi on me dit embaucher, mais il n'y a personne à embaucher aujourd'hui sur le marché du travail. Au plan médical, au tarif public, il n'y a personne à embaucher. Voilà. Voilà 2 témoignages, Karina, qui disent la même réalité, c'est la crise des vocations à cause de la situation que vous évoquiez à l'instant dans l'hôpital public en France. Oui, alors depuis, l'infirmière que l'on vient d'entendre, eh bien, elle a repris du service. Vous saviez, elle était arrêtée, elle a repris à mi-temps, en mi-temps thérapeutique, et elle prépare un diplôme, elle prépare sa reconversion, un diplôme de formatrice, toujours dans le milieu médical, mais elle n'aura plus ce contact avec les patients qu'elle chérissait particulièrement. Quant à la chef de service, eh bien, elle peine toujours à recruter, elle peine toujours à fidéliser ses médecins. Elle estime que les 10 prochaines années vont être particulièrement difficiles, 10 ans, puisque ce sera la fin du numerus clausus qui limite le nombre de diplômés en médecine et qu'il faut 10 ans pour former un médecin et donc 10 ans pour que cette mesure prenne effet. En attendant, elle a recours à des médecins étrangers, mais elle l'avoue, ces médecins, une fois leur diplôme validé, ont également tendance à fuir l'hôpital public. Vous avez enquêté, Karina, et on a diffusé votre sujet très récemment dans Paris Direct, un autre sujet dont on parle assez peu de cette crise et pourtant lui aussi est ô combien important. La santé, non pas des patients, mais des soignants, des blouses blanches qui ont le blues et qui souffrent à l'intérieur de la situation. Oui, absolument. Je suis partie d'une étude faite par une association qui s'appelle Soins pour les professionnels de santé et qui estime qu'un soignant sur 2 a souffert ou souffre pendant sa carrière de surmenage ou de dépression. Et puis j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé cette clinique que l'on va voir, qui est une des seules cliniques en France à disposer d'un centre de soins réservé aux médecins, réservé aux infirmiers, réservé aux psychomotriciens, à tous les professionnels de santé. Et il en a
donc une quinzaine en France. Et vous savez, c'est très important pour ces soignants d'être entre eux, d'être soignés entre eux, pas avec leurs patients. Ils ont très très peur d'être reconnus par leurs patients. Ils ont énormément de mal à reconnaître leur maladie, encore plus à en parler. Surtout pour les hommes, en fait, ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur qu'on dise si ce médecin est malade, c'est qu'il ne sait pas soigner et que potentiellement il ne sait pas soigner les autres. Absolument. Je propose d'écouter 2 témoignages issus de ce reportage particulièrement édifiant d'un médecin, d'une infirmière qui ont accepté de se livrer, mais à condition que leur anonymat soit strictement préservé. Écoutez. On voit très bien qu'à un moment donné, on est obligé d'appeler au secours et d'avoir affaire à psychologue, psychiatre, ce qui vraiment est indispensable, mais très traumatisant. Ça correspond à une impression de déshonneur, de culpabilité. Alors mes patients, c'était marrant parce qu'ils voyaient que j'allais pas bien. Alors avec certains, on allait à la confrontation. Mais après, sinon, j'étais plus soignante, quoi. J'étais plus dans l'agressivité. Et même vis-à-vis des collègues, j'étais très pénible, quoi. Est-ce que vous allez reprendre le travail ? J'ai surtout pas envie de retourner où j'étais pour l'instant. Alors que j'adore mon travail, ce que je fais. La psychiatrie, c'est vraiment mon truc. Mais travailler dans ces conditions, je me sens en danger maintenant. Il y a de la violence, les patients ils sont pas médicalement bien traités. On nous demande de plus en plus de choses en ayant de moins en moins de moyens. On est de moins en moins en contact avec les personnes, on est sur les ordinateurs. Ouais, on a l'impression d'être à l'usine, quoi. Un témoignage terrible, Karina, de cette infirmière qui est arrivée à un moment où elle ne pouvait plus exercer son métier correctement. Oui, à chaque fois, en fait, on ressent des personnes qui sont hyper investies dans leur travail et qui souffrent de ne plus pouvoir continuer. Alors, c'est une souffrance qui est liée souvent aux conditions de travail, mais qui commence à être prise en compte, qui commence en tout cas à être prise en charge. Vous avez pu donc enquêter et vous avez longuement travaillé pour obtenir l'accès dans cette clinique. Ça s'appelle le blues des blouses blanches. C'est un focus que vous signez, Karina, qui est à retrouver évidemment sur le site internet de France 24. Merci beaucoup d'être venue ce matin sur le terrain et à bientôt dans Paris Direct.